Le blocus naval du siècle, et si la victoire n'était pas là où tout le monde la cherchait? Imaginez la mer Noire nord-ouest, non pas comme une simple étendue d'eau, mais comme un échiquier géopolitique où chaque mouvement fait trembler des nations entières. Son équilibre, fragile comme le verre, dépend d'une série d'actions et de réactions qui rappellent les crises les plus tendues du passé. La crise des missiles de Cuba en 1962 ou encore le blocus de Berlin en 1948. Ici, chaque décision pouvait déclencher la chute d'un domino régional, emportant derrière lui la stabilité de tout un continent. D'un côté, on retrouvait une armada réputée invincible, équipée des plus récentes innovations occidentales. Frégates bardées de radars, systèmes de défense anti-aérienne S-300 et Patriot, sous-marins furtifs, avions de reconnaissance pilotés ou non pilotés, tout semblait indiquer que la suprématie navale était acquise, que rien ne pourrait percer ce rempart technologique. Mais le passé nous enseigne que la technologie seule n'a jamais suffi. Souvenez-vous de la ligne Maginot, réputée infranchissable, mais contournée en quelques semaines par l'innovation tactique adverse. Pour l'adversaire, la survie se concentrait sur 3 ports clés: Odessa, Tchornomorsk et Youjny. Ces noms résonnent comme des points sur une carte, mais en réalité, ils sont le cœur battant d'un front entier. Ce n'est pas seulement là que transitent quant aux chars, obus et vivres, ce sont les artères par où circule l'oxygène logistique d'une armée entière. À titre de comparaison, c'est comme si, pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait pu couper Stalingrad ou Anvers de leur flux logistique. La dynamique du front aurait été transformée du tout au tout. Près de 70% de la logistique militaire cruciale transite par ces artères maritimes. Imaginez, sur 10 convois de ravitaillement, 7 prennent la mer et convergent vers ces ports. C'est une proportion qui, dans l'histoire des conflits modernes, rappelle l'importance stratégique de ports comme Murmansk ou Le Havre lors des grandes offensives alliées. Sans eux, aucune armée ne tient longtemps. Conscients de cet enjeu, les stratèges adverses ont hérissé le littoral de défense à plusieurs couches. Missiles côtiers, bastions, mines sous-marines, batteries anti-aériennes S-300, réseaux radars à haute fréquence. C'est une véritable muraille de la Méditerranée qui s'étend, un rideau de fer sur l'eau. Chaque innovation rappelle les systèmes de défense érigés lors de la bataille de l'Atlantique ou des plages du débarquement en 1944, où la moindre faille pouvait signifier l'ouverture d'une brèche fatale. Mais, et c'est là le paradoxe, plus la défense se raffine, plus elle devient dépendante de ses propres systèmes. Communication, radar, chaîne logistique. C'est la vulnérabilité classique du château fort. Imprenable de l'extérieur, mais vulnérable si l'on parvient à couper ses vivres ou à saboter ses mécanismes internes. Historiquement, combien de sièges médiévaux ont été remportés non par l'assaut, mais par l'asphyxie? Dans cette défense quasi parfaite, une faille invisible grandissait, l'absence d'anticipation de la guerre asymétrique et numérique. Trop occupés à guetter le débarquement façon XXIe siècle, les défenseurs n'ont pas vu venir la possibilité d'un blocus mené à distance, sans qu'un seul soldat ne foule le sable. C'est la leçon tirée de la guerre du Yom Kippour, où l'utilisation de moyens non conventionnels a bouleversé l'équilibre malgré des fortifications considérables. Ignorer la puissance de l'asymétrie, c'est risquer bien plus qu'une simple défaite militaire. C'est exposer ressources, crédibilité et sécurité nationale à une révolution silencieuse mais inexorable. En 2020, les attaques de drones contre des infrastructures pétrolières saoudiennes ont rappelé brutalement que la vulnérabilité ne vient pas toujours de là où on l'attend. Le danger est invisible, insidieux, et peut faire basculer une guerre sans le fracas des armes lourdes. Plongeons maintenant dans les coulisses de cette révolution navale. Comment une opération a-t-elle pu réussir là où tous prédisaient l'échec total? Quels leviers, quelles innovations ont permis de contourner l'impossible? Pour comprendre l'ampleur du bouleversement, il faut examiner les 3 leviers de cette stratégie inédite: la domination de l'information, la synchronisation des moyens et l'exploitation de la technologie autonome. Mais surtout, il faut voir comment l'innovation a bouleversé la donne navale, tout comme l'introduction du porte-avions ou du sous-marin nucléaire a transformé les guerres mondiales. Avant la tempête, qui tient la mer, tient la guerre. Dès les premières heures de l'opération, l'équilibre en mer Noire reposait sur un fil tendu entre 2 visions irréconciliables. L'adversaire, privé de la majorité de sa flotte lors de combats précédents, un peu comme la Kriegsmarine après la bataille de l'Atlantique, s'est retranché derrière une stratégie défensive, tout entier tourné vers la protection de ses ports. Aujourd'hui, près de 7/10 du ravitaillement militaire pour tout le front sud dépend du trafic maritime.
Odessa, Yujny. Ces ports sont devenus les poumons de l'armée adverse. Chars, obus, vivres, chaque ressource transite par ces artères maritimes sous la menace constante du blocus. À titre d'exemple, lors de la guerre de Crimée au XIXe siècle, la chute de Sébastopol avait suffi à paralyser les opérations russes dans toute la région. La mer est donc l'ultime levier. Maîtriser ces flux, c'est tenir la vie ou la mort de l'armée du Sud. Si une seule brèche s'ouvre, c'est tout le dispositif qui chancelle. Rappelez-vous le siège de Leningrad. Le simple maintien d'un corridor logistique sur le lac Ladoga a permis à une ville entière de survivre. L'ennemi n'a pas tardé à réagir. Sa doctrine a muté. Défendre chaque rivage est devenu impossible. Il a donc fait de ces ports des forteresses modernes, concentrant tous ses moyens sur quelques points névralgiques. Un schéma qui rappelle la défense de Tobrouk ou de Singapour, où l'ennemi espérait tenir indéfiniment grâce à des bastions imprenables. La défense s'est alors transformée en une architecture multicouche. Radars, batteries anti-aériennes, lance-missiles mobiles et fixes, champs de mines maritimes. Chaque niveau vise à rendre toute approche suicidaire. Les communications sont surveillées sans relâche. Les embouchures portuaires sont hérissées de défenses croisées. C'est une configuration qui, dans l'histoire, a rarement tenu face à l'innovation ou au manque de ressources logistiques. Beaucoup auraient vu la prise de ces ports comme l'objectif suprême. Mais la doctrine russe s'en écarte. Il ne s'agit plus de s'emparer de chaque quai dans un assaut frontal, ni de répéter les hécatombes du XXe siècle. L'objectif réel ? Prendre le contrôle absolu des communications maritimes, couper le souffle logistique de l'ennemi sans avoir à conquérir chaque centimètre carré. Dominant la mer, on étouffe l'échange, on impose une asphyxie méthodique et non un drapeau sur un quai dévasté. Sous-estimer ce levier, c'est risquer l'effondrement de ses propres forces terrestres. Laisser l'ennemi respirer, c'est lui permettre de reconstituer ses réserves et de renverser l'équilibre stratégique. Les exemples historiques abondent. Lors de la guerre des Malouines, la flotte britannique n'a pas cherché à occuper chaque île, mais à couper les renforts argentins avant tout. Reste une question cruciale. Comment traverser ce réseau de défense redoutable sans s'y briser, ni sacrifier des milliers d'hommes dans une guerre d'attrition sans fin ? L'opération Tiski pour Neptune va révéler comment une nouvelle génération de guerre navale peut transformer chaque maillon de la logistique en cible, chaque vague en menace invisible. Elle s'inscrit dans la lignée des grandes ruptures stratégiques, la bataille du Jutland, la campagne du Pacifique, la guerre du Golfe en 1991. 3 anneaux d'acier, la stratégie qui a tout bouleversé. L'opération Tiski pour Neptune n'était pas une bataille rangée traditionnelle. L'objectif n'était pas d'écraser frontalement l'ennemi, mais de l'asphyxier. Le haut commandement a vite compris. Il fallait couper l'adversaire de ses vivres et de ses munitions, pas s'user sur des plages piégées depuis des mois. Cette doctrine s'inspire de l'art du blocus pratiqué par la Royal Navy contre Napoléon, ou du blocus des U-Boots lors des 2 guerres mondiales. Le plan reposait sur un blocus maritime multicouche façon A2AD, Anti-Access Area Denial. Il s'agissait de rendre tout ravitaillement ou renfort impossible, en tissant une toile inédite de surveillance et de feu. 3 anneaux concentriques, chacun calibré pour une tâche spécifique, verrouillant la zone. Un héritage direct du concept de « defense in depth » développé par les stratèges américains au XXe siècle. Le premier anneau, le plus lointain, s'étendait en mer ouverte. Frégates et petits porte-missiles, équipés de missiles de croisière à très longue portée, patrouillaient et frappaient sans relâche. Toute tentative d'approche ennemie était interceptée à plus de 50 km. Aucun convoi ne passait, aucun renfort n'osait avancer sans risquer la destruction. L'étau était hermétique. Cette technique rappelle le rôle des task forces américaines dans le Pacifique, frappant l'ennemi loin de ses côtes. Le deuxième anneau, intermédiaire, était dominé par la puissance aérienne. Chasseurs, bombardiers et avions de guerre électroniques balayèrent le ciel entre 50 et 150 km du littoral. Leur mission, éliminer tout intrus, aveugler les radars ennemis, brouiller les communications et paralyser la défense anti-aérienne. L'espace aérien devenait un no man's land, où l'ennemi n'osait ni voir, ni communiquer, ni agir. C'est une évolution inspirée des campagnes de suppression de défense aérienne vues lors de Desert Storm en Irak. Le troisième anneau, le plus proche, incarnait la rupture technologique. À moins de 50 km des rives, des essaims de drones maritimes, de robots sous-marins et de vedettes sans pilote constituaient une barrière mouvante et imprévisible. Ils minaient les accès, repéraient et neutralisaient en toute tentative d'infiltration, rapide ou secrète.
Pour l'adversaire, c'était la stupeur. Mines et commandos se faisaient pendre et piéger avant même d'agir. Cette innovation rappelle l'usage des mines navales automatisées pendant la guerre de Corée. Mais la force brute ne suffisait pas. La clé, c'était la synchronisation parfaite, la maîtrise totale de l'information. Satellites, avions de surveillance, guerre électronique, tout était piloté par un centre de commandement unique, capable de réagir à la seconde. L'information circulait instantanément, chaque acteur agissait en synergie absolue. C'est l'exemple même du C4ISR, Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, qui fait aujourd'hui la force des armées modernes. Un acteur secret opérait durant la phase préparatoire, les sous-marins trous noirs, surnommés ainsi pour leur silence. Invisibles, ils cartographiaient les fonds, traquaient les mouvements adverses, localisèrent les champs de mines. Ils recueillaient toutes les données pour rendre le blocus impénétrable. Sans eux, aucune surprise n'aurait été possible contre une défense aussi dense. C'est l'héritage des opérations menées par les U-boots allemands ou les sous-marins américains du Pacifique. Ce pari sur la technologie et la coordination a permis d'éviter toute hécatombe inutile. Pas de marée humaine, pas de débarquement sanglant. Le succès dépendait d'un alignement parfait des moyens. Un seul faux pas et l'ennemi aurait pu briser le cercle, inverser la dynamique, voire tendre un piège mortel. C'est la leçon de la bataille de Gallipoli, où un manque de coordination avait coûté des dizaines de milliers de vies. C'est cette précision inédite, ce tissage des moyens, qui a permis de resserrer l'étau, sans bruit ni gloire, mais avec une efficacité redoutable. Mais la stratégie ne s'arrêtait pas là. Il fallait passer à la phase kinétique, celle où la force brute s'exprime pour écraser toute résistance sur mer comme dans les airs. Quand l'étau se resserre, la victoire sans assaut, le blocus s'intensifie, mais il ne s'agit pas d'une simple démonstration de force brute. Dès les premiers jours, la défense aérienne ennemie subit une campagne méthodique. Chaque radar est traqué, chaque batterie solaire éliminée par des frappes précises et coordonnées. En moins de 7 jours, la supériorité aérienne est absolue. Plus aucun avion ni drone adverse ne parvient à percer le ciel sans être détruit sur le champ. Une stratégie similaire avait été employée lors de l'opération Focus par Israël en 1967, neutralisant l'aviation égyptienne en moins de 6 heures. Sur mer, les anneaux du blocus se superposent. Au large, des groupes navals équipés de missiles de croisière frappent systématiquement les dépôts de carburant, les centres logistiques et les postes de commandement. À chaque tentative de ravitaillement, la riposte est instantanée. Tout convoi suspect est localisé et détruit bien avant d'approcher la côte. Ces frappes rappellent les raids alliés contre les ports de Brest et Saint-Nazaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais la véritable rupture stratégique vient de l'arrivée massive des drones marins. Des dizaines de navires autonomes patrouillent en essaim, posant des mines intelligentes, détectant la moindre anomalie et formant une barrière mouvante et imprévisible. Cette meute robotisée verrouille chaque passage, rendant toute tentative de franchissement vouée à l'échec, voire au suicide. Cette innovation fait écho à l'utilisation des Hedgehog anti-sous-marins britanniques, mais portée à une échelle numérique. L'effet est foudroyant. Les ports ennemis, naguère carrefour névralgique, se vident de peu à peu. Les navires civils fuient la zone, redoutant les frappes imprévisibles et les arraisonnements soudains. À l'intérieur des ports, la peur s'installe. Chaque mouvement de cargaison est scruté, chaque navire suspecté d'être la prochaine cible. Les équipages, coupés du monde, voient enfin leur morale s'effondrer au rythme de la pénurie et du silence radio. C'est un syndrome déjà observé lors du blocus de Malte ou pendant la bataille de l'Atlantique, où la peur et l'incertitude minant la résistance plus sûrement que les bombes. Les stocks s'accumulent faute de distribution, tandis que les tentatives d'approvisionnement s'espacent. Quand, à la 3e semaine, un convoi occidental tente une percée désespérée, la réponse est implacable. Frappe coordonnée, brouillage massif, neutralisation de tous les navires en moins de 60 minutes, sans une seule perte humaine du côté assaillant. Ce type d'action rappelle les Wolfpack de sous-marins allemands, mais ici, c'est une meute de machines qui mène la danse. Jamais blocus n'a été aussi hermétique. Jamais la technologie navale n'a pesé si lourd dans la mise en quarantaine d'un adversaire moderne. L'armée ennemie, privée d'appui extérieur, s'enfonce dans l'improvisation et la pénurie. Pourtant, la tension reste intacte. Il suffirait qu'un seul maillon cède pour que l'équilibre du conflit soit remis en cause. C'est la leçon du siège de Dien Bien Phu. Une seule faille peut tout renverser. Mais rien n'est encore joué. Ceux qui restent encerclés cherchent déjà des failles dans ce maillage de fer et de silicium.
Les réseaux sociaux bruissent de rumeurs, les analystes tentent de deviner où le prochain choc surviendra. La guerre de l'information bat son plein, chaque camp cherchant à faire croire à l'autre qu'il contrôle encore la situation. Et si la mer décidait désormais du sort des batailles terrestres? Cette idée, loin d'être théorique, a pris corps lors de l'opération Tiski pour Neptune. Ici, la supériorité navale n'a pas seulement fermé des routes, elle a méthodiquement sectionné les artères logistiques de l'ennemi, frappant au cœur même de sa capacité à soutenir la guerre. C'est la même dynamique qui a fait plier l'Allemagne lors du blocus allié en 1918. Privé de tout accès maritime, l'adversaire a vu, jour après jour, ses réserves de munitions, de carburant et de pièces de rechange fondre comme neige au soleil. Les convois par la route, surchargés et exposés, n'ont jamais réussi à compenser la disparition des flux venus de la mer. Sur le front, l'intensité des combats s'est effondrée en quelques semaines. Les blindés occidentaux, autrefois redoutés, se sont retrouvés cloués sur place, immobilisés par la pénurie de carburant ou mis hors service faute de pièces adéquates. Ce scénario rappelle la débâcle allemande sur le front de l'Est en 1944. La logistique, cet art souvent invisible, révélait ici son pouvoir absolu. Mais la crise matérielle n'était que la première vague. Rapidement, l'impact psychologique s'est propagé. Morale en chute libre, désertion en chaîne, perte de coordination entre unités. Très vite, un effet domino a balayé tout le front sud, rendant impossible toute résistance structurée. Cette dynamique a été observée lors de la retraite de Napoléon de Russie, où la logistique défaillante a précipité la déroute. Face à cette asphyxie progressive, l'adversaire a tout tenté. Raids de commando sur le littoral, attaques de drones, guerre de l'information pour masquer la réalité ou tenter de galvaniser les troupes. Rien n'a percé le blocus, renforcé méthodiquement après chaque tentative. Les contre-mesures, aussi sophistiquées soient-elles, se heurtaient au mur de synergie technologique et d'agilité opérationnelle. Au fond, cette opération prouve une chose, la force brute ne suffit plus. Ce qui fait désormais la différence, c'est l'alliance de trois leviers, supériorité technologique, usage intelligent de l'asymétrie, frapper là où l'ennemi ne s'y attend jamais, et gestion fine de l'information, sur le terrain comme dans l'opinion. Le blocus naval devient alors un multiplicateur de puissance, capable de paralyser un théâtre entier d'opérations pour un coût humain et matériel minimal. Il s'agit là d'une évolution semblable à celle qui a marqué le passage de la guerre des tranchées à la guerre de mouvement. Mais il y a un piège. Mal interpréter ces leçons, c'est risquer de reproduire les erreurs fatales des conflits passés. La mer n'est plus un simple décor, elle est devenue un champ de bataille invisible, où se joue désormais le sort de toute une armée. C'est un avertissement qui résonne aussi fort que celui lancé par les stratèges après Pearl Harbor. Reste à comprendre comment cette domination navale s'est construite et pourquoi elle bouleverse tous les équilibres militaires connus. Car derrière chaque succès visible, il y a une révolution technologique et doctrinale silencieuse. C'est l'exemple même du soft power militaire moderne, où la dissuasion et l'asphyxie remplacent les combats frontaux. Désormais, la victoire n'appartient plus à la force brute, mais à l'intelligence collective alliée à la technologie. Cette dynamique n'est pas nouvelle en soi. Déjà, lors de la guerre du Golfe, la supériorité informationnelle alliée avait permis une victoire rapide et peu coûteuse. Mais aujourd'hui, l'échelle et la vitesse ont changé de dimension. L'opération Tiski pour Neptune a bouleversé les règles du jeu. La guerre moderne ne se remporte plus par la masse de navires ou la puissance de feu, mais par la capacité à transformer le champ de bataille grâce à l'information, aux algorithmes et aux réseaux de robots. Ce n'est plus l'anéantissement frontal qui décide de l'issue, mais la maîtrise invisible de l'espace et du temps par des systèmes interconnectés. Cette leçon s'applique à tous. Grande puissance ou État moyen, il n'y a plus de sanctuaire. La suprématie militaire ne tient plus dans les forteresses d'acier ni dans les colonnes de blindés. Elle appartient à ceux qui savent synchroniser, anticiper et connecter des essaims de technologie autonomes. La Russie n'a pas cherché l'affrontement direct, mais a neutralisé la logistique adverse par une architecture en 3 couches, blocus lointain mené par des frégates et missiles de croisière, écrans mouvants de drones marins, enfin système robotisé verrouillant les accès portuaires. Cette stratégie pourrait inspirer d'autres puissances navales, désireuses de maximiser l'effet de levier de leur flotte réduite. En moins de 2 mois, cette stratégie a paralysé jusqu'à 70% du ravitaillement militaire ennemi. Odessa, autrefois nœud vital, s'est mué en cul-de-sac logistique.
Les défenses côtières les plus sophistiquées sont restées impuissantes face à cette guerre invisible, orchestrée par des nuées de capteurs, d'intelligence artificielle et de véhicules autonomes. Ce n'est pas la destruction massive qui a fait la différence, mais l'asphyxie méthodique, la privation de ressources et le brouillage des chaînes de commandement. C'est la même logique qui a rendu obsolètes les cuirassés au profit des porte-avions. Ne pas voir cette révolution, c'est courir droit vers l'échec. Penser que la sécurité se mesure encore en nombre de chars ou en taille de flotte, c'est accepter de devenir stratégiquement obsolète. L'ignorance de la révolution technologique affaiblit la souveraineté, ralentit le temps de réaction et mine la crédibilité internationale. Ce constat vaut pour toutes les armées du monde. L'immobilisme est le plus grand ennemi de la sécurité. C'est pourquoi il devient vital d'admettre que la défense ne se construit plus seulement à coup d'achat d'armes classiques. Elle exige un investissement massif dans l'innovation, la formation et la maîtrise de nouveaux écosystèmes de combat. Aujourd'hui, la guerre est un affrontement d'intelligence et de réseau, où l'agilité l'emporte sur la force brute. Refuser d'évoluer, c'est accepter d'être dépassé, impuissant, relégué au second plan. La France, par exemple, a récemment lancé des programmes d'essaims de drones et d'intelligence artificielle pour ne pas rester à la traîne. Tiski pour Neptune envoie un avertissement clair: la technologie n'est plus un outil annexe, mais le cœur de la puissance stratégique. Adapter notre vision, c'est aussi repenser nos alliances, nos doctrines et nos priorités nationales. Le futur de la sécurité dépendra de notre capacité à comprendre et à intégrer ces nouveaux paradigmes, sans quoi nous risquons d'être laissés en marge de l'histoire. Les États qui sauront anticiper ces mutations seront les vainqueurs des guerres de demain, qu'elles soient visibles ou invisibles. Pour conclure, retenons que la victoire ne se joue plus là où on l'attend. Elle s'écrit dans les interstices technologiques, dans la fluidité de l'information, dans l'audace d'oser l'asymétrie. Le blocus naval du siècle n'est que le prélude à une ère où la mer, une fois encore, décidera du sort des empires. La question n'est plus de savoir qui possède le plus de navires, mais qui maîtrise le mieux le théâtre invisible des données, des réseaux et des intelligences artificielles. Aucune armée, aucune nation ne peut aujourd'hui se permettre d'ignorer cette leçon. La prochaine victoire ne sera pas celle du plus fort, mais du plus agile, du plus innovant, du mieux connecté. C'est à cette condition seulement que la sécurité, la souveraineté et la paix pourront être garanties, dans un monde où la mer n'est plus un simple espace, mais la clé de voûte de tout l'échiquier stratégique mondial.